Rwanda, la capitale Kigali est pratiquement tombée aux mains des forces du FPR ainsi que la ville de Butare où a eu lieu hier le premier accrochage avec les soldats français. Yasser Arafat sur France 2 a un entretien accordé à notre envoyé spécial Gérard Sebag. Le leader palestinien y exprime son émotion et ses espoirs. Le policier qui a provoqué la chute hier à l'arrivée du Tour de France à Armentières reconnaît sa faute. Le coureur français Jalabert, lui, a été opéré ce matin. Les crèmes bronzantes sont protectrices, ultra protectrices et encore plus ou rien du tout. Enquête dans cette édition. Madame, monsieur, bonjour. Il fait chaud, très chaud depuis le milieu de la semaine dernière en France et dans les grandes villes, les personnes âgées et les enfants souffrent principalement de ce phénomène. Ainsi à Paris, les sapeurs-pompiers ont reçu 2 fois plus d'appels que d'ordinaire, 700 par jour. Cette chaleur et l'absence de vent provoquent également une augmentation malheureusement spectaculaire de la pollution atmosphérique dans les grandes villes. Enquête Marie-Pierre Samitier, Vincent Maillard. 700 interventions par jour au lieu de 350 d'habitude. Depuis une semaine, les pompiers de Paris, comme tous les pompiers de France, travaillent d'arrache-pied à cause de la chaleur. Parmi les personnes les plus fragiles, il y a les personnes âgées, les asthmatiques, tous ceux qui ont des problèmes respiratoires et surtout les enfants. Il faut faire intervenir très rapidement les secours parce que très souvent la vie en dépend. Un coup de chaleur, c'est un dérèglement du corps, il faut que les secours interviennent. Comment voit-on qu'un petit enfant est victime d'un coup de chaleur? Alors, les signes du coup de chaleur sont généralement maux de tête, somnolence, perte d'éveil, on se plaint et très souvent perte de connaissance et vomissement. Automatiquement, il faut leur donner beaucoup d'eau à boire. Alors, face à un coup de chaleur, premièrement, les refroidir par tous les moyens possibles, c'est-à-dire les tremper tout simplement dans de l'eau, les arroser, les faire boire si bien sûr ils sont conscients et appeler les secours. À la chaleur s'ajoute la pollution. Quand il fait beau, qu'il n'y a pas de vent, l'air pollué s'incruste sur les villes. Avec les départs en vacances et les milliers de véhicules sur la route, cette pollution atteint la cote d'alerte. Alors, les niveaux d'ozone augmentaient très rapidement. Du jour au lendemain, les niveaux peuvent être multipliés par 3 ou 4. Ils peuvent augmenter donc très rapidement entre une situation venteuse avec peu d'ensoleillement et une situation comme celle d'hier, où le soleil a donné très fort. Et cette pollution 3 fois supérieure à la moyenne tend à se rapprocher de celle des capitales du sud de l'Europe, comme Athènes, qui bat tous les records. Alors dans ces conditions, il faut que les personnes les plus fragiles réduisent leurs activités au minimum. Le Tour de France, après la chute d'hier sur la ligne d'arrivée à Armentières, le policier qui est à l'origine de l'accident a reconnu qu'il était bel et bien en train de prendre une photo au moment où le sprint du peloton était lancé. Ce matin, le coureur français Jalabert, le plus gravement touché des 2 coureurs qui ont chuté, a été opéré du visage. Enquête Thierry Clopeau, Jean-Christophe Raxi. Ce matin, au départ à Roubaix, c'est la grogne dans la grande famille du peloton. L'accident d'hier a été le détonateur. Les arrivées au sprint sont de plus en plus dangereuses et les coureurs veulent être désormais les seuls maîtres à bord dans le final. Début de polémique. La société du Tour a essayé de protéger ses pieds de barrière par des panneaux publicitaires. Donc c'est plus la peine de rajouter des personnes, des policiers qui sont là, c'est vrai, pour éviter que les gens traversent. Mais si à ce moment-là on pourrait les placer de la même façon, à l'intérieur avec le public, je crois que ça serait la chose idéale. Moi je crois qu'il faut laisser au moins les 600 derniers mètres sans personne sur la route et laisser ça pour les coureurs. Polémique aussi entre les responsables de la police et la direction du Tour. Une enquête a été ouverte par le ministère de l'Intérieur. Le groupe d'inspection de la police nationale est sur place à Lille. Pour les forces de l'ordre, l'agent qui a reconnu avoir pris une photo était bien positionné. Jean-Marie Leblanc, lui, n'est pas de cet avis. Que ces fonctionnaires se mettent là où ils doivent être, c'est-à-dire dans les petites poches que nous avons installées, prévues entre chaque alignement de barrière. Donc pour vous, il y a trop d'agents des forces de l'ordre dans les 150 derniers mètres? Il y en a parfois trop. Vous savez, le dispositif ne se ressemble pas de jour en jour, mais en l'occurrence, il y avait un peu trop de fonctionnaires. Ça arrive dans certaines villes-étapes. On nous prévoit trop de renforts dans cet endroit qui est, je le répète, hyper protégé. Laurent Jalabert, lui, est actuellement en salle d'opération au CHR de Lille. Il souffre de nombreuses fractures au maxillaire. Sa saison est terminée. Mais d'après le chirurgien qui l'opère, la carrière du coureur de Champs-Élysées n'est pas compromise. La Coupe du monde de football, hier soir, la grosse surprise a été l'élimination de l'Argentine par la Roumanie. Les Argentins qui ont perdu leur âme sans Maradona. Maradona qui se trouvait, lui, malheureusement pour les Argentins, dans les tribunes. Yann Lavoie. Et tout à coup, Maradona a eu besoin d'elle, de son épouse, comme les Argentins auraient eu besoin de lui pour gagner. Tous ensemble ont pleuré à l'issue de ce superbe match qui a commencé par ce coup franc.
S'il avait été tiré du pied gauche, l'on aurait pu croire à un nouveau coup de patte d'Hadji. Mais ce pied droit, il appartient à Dumitrescu, son copain. Un buteur exceptionnel, comme il y en a aussi du côté argentin, mais avec les cheveux un peu plus longs et bouclés. Lui, c'est Batistuta, il frappe les pénaltys en force. Un partout, le match est parti sur un rythme effréné, un vrai match de coupe du monde, où l'on rêve d'enchaînement, de dribbles, de passes, de buts aussi. Et sous le soleil, avec leur couleur jaune, les Roumains se muent en brésiliens. Hadji est à la passe, Dumitrescu à la finition. Dans une équipe, il faut toujours un très bon gaucher et un très bon droitier. Hadji et Dumitrescu font la paire. Islas, le gardien argentin, commence à blêmir. Il voit du roumain partout. « 2-1 à la mi-temps, ce n'est pas cher payé. T'inquiète, semble dire Hadji à Dumitrescu, comme si lui connaissait déjà le prix d'un quart de finale. Hadji, qui a gâché son talent toute la saison passée en 2e division italienne et qui resplendit sous le soleil de Los Angeles. Vous le savez maintenant, il est gaucher, mais lorsqu'il s'agit de marquer, Giorgi sait aussi frapper du droit. 3-1, la Roumanie étonne. C'est l'un des plus beaux matchs de cette World Cup, aussi parce que le suspense durera jusqu'au bout, une fois que Balbo ait ramené le score à 3-2. Mais la défaite guettait les Argentins à Pasadena. On n'en connaît qu'un seul qui avait parié son maillot sur la victoire de la Roumanie, et celui-là, il avait l'air vraiment très heureux. En quart de finale, les Roumains retrouveront les Suédois qui ont vaincu eux les Saoudiens 3-1 à Dallas, Texas, et ce malgré une chaleur étourdissante. Les magiciens du désert quittent la Coupe du Monde, la tête haute, et sur un but qui restera parmi les plus beaux de l'épreuve. Oui, et la grande affaire de ce lundi, c'est le 8e de finale entre les États-Unis, qui sont la surprise de ces championnats du monde, et le Brésil, qui est l'un des tout premiers favoris. Les Brésiliens qui ont comme meilleur supporter la plus grande vedette de tous les temps, le roi Pelé. À 50 ans passés, il est toujours le plus connu et reconnu des Brésiliens. Patrice Randen, Evandro Fontes, reportage. L'approcher, le toucher et si possible lui arracher un mot, c'est devenu le but du jeu dès que Pelé apparaît quelque part. Petit 1, s'armer de patience, attendre qu'il en ait terminé avec les analyses d'après-match au micro de la télévision brésilienne, et Dieu sait que quand il s'agit de ballon, TV Globo est bavarde. Ici, on en prend pour une demi-heure. Petit 2, guetter l'occasion. Là, c'est le moment. Pelé, une question. Pelé, una pregunta. Mr. Pelé, one question, please. On essaie dans toutes les langues. Raté. Petit 3, ne pas se décourager. Le voilà maintenant qui enregistre des séquences promotionnelles en compagnie de Strikers, la mascotte de la Coupe du Monde. Il enchaîne en plusieurs langues et nous, on rempile pour 90 minutes. Petit 4, tenter de séduire les bérets violets. Hélas, ces gens-là n'ont aucun humour. On leur a dit que le règlement, c'était le règlement. On ne passe pas. Petit 5, profiter d'un moment de faiblesse de l'ennemi. Tiens, celui-là regarde ailleurs. Et hop, nous voilà prêts à recueillir, enfin, la parole divine. Thème unique, le football. Pelé confesse que pour lui, le Nigeria et les États-Unis sont les vraies surprises de la compétition et qu'il ne s'attendait pas à la contre-performance de la Colombie, mais qu'elle fait tout le charme du football, etc., etc. Bon, c'est pas tout ça, petit 6, préparer sa retraite, éviter les 1001 fils de micro qui traînent dans le sillage de la star sur le départ et voler une dernière image de Pelé avant qu'il ne se réfugie dans sa limousine, derrière des vitres opaques où se reflète notre insistance. Prochaine bousculade, dès que Pelé remettra le nez dehors, ne vous en faites pas pour lui, ça fait 35 ans que ça dure. Il y avait près de 100 000 personnes aux obsèques du joueur colombien Andrés Escobar, assassiné à son retour à Medellín après l'élimination de son pays dans la Coupe du Monde de football. Il avait notamment, Andrés Escobar, marqué un but contre son camp. D'après les enquêteurs, c'est une altercation à la sortie d'un restaurant qui a mal tourné. Une autre hypothèse évoque la vengeance de parieurs colombiens déçus par les résultats de leur équipe nationale. Au Rwanda, les forces du Front patriotique, le FPR, ont pris possession ce matin de la capitale Kigali et de la ville de Butare où les Français avaient été accrochés, souvenez-vous, pour la première fois hier après-midi par des soldats du FPR à l'occasion de l'évacuation d'un orphelinat. À Kigali se trouve notre envoyé spécial Gilles Rabine. Alors peut-on dire, Gilles, ce matin que la ville est prise par les forces du FPR ? Tout à fait, on peut le dire. Nous venons de faire un tour de la ville avec les vainqueurs, avec les forces du FPR.
Et nous avons pu constater qu'ils avaient pris l'essentiel du centre-ville. Il y a encore des combats sporadiques dans le contrebas des collines qui surplombent la ville, mais véritablement ce sont les derniers combats. Et je voyais tout de suite que la France s'est beaucoup émue pour les 3 orphelinats qui étaient enfermés dans Kigali. Le dernier qui restait, c'était celui de Marc Wetter. Eh bien, tous les orphelins de Marc Wetter et Wetter lui-même sont saufs. Ils ont été sauvés aux premières heures du matin par les forces du FPR. Alors, si vous voulez, toute la nuit dernière, nous avons assisté à de très violents échanges d'artillerie. Nous avons entendu de très importants mouvements de troupes, beaucoup plus importants que d'habitude. Et tout à coup, à 6h30, 7h ce matin, ça a été silence. Plus de canons, plus de tirs de mitrailleuses et plus de fusillades. Nous avons été une première fois dans la ville vers 9h. Quand nous sommes entrés dans le centre-ville, nous avons d'abord constaté qu'il n'y avait plus aucun contrôle gouvernemental, que la ville était absolument déserte. Au carrefour où hier un casque bleu russe a été blessé, eh bien, les soldats du FPR se reposaient sur les trottoirs et un peu plus haut, dans cette avenue, une escouade s'apprêtait à progresser. Les hommes étaient disposés en colonne sur les bas-côtés de part et d'autre de l'avenue. Et pendant les quelques minutes où le FPR nous a permis de rester à cet endroit, nous avons pu assister à une arrestation vraisemblablement d'un mercenaire qui avait jeté son arme avant d'être arrêté. Gilles, un mot encore. Quelle peut être la conséquence immédiate de cette prise de la ville ? Mais écoutez, la première conséquence de cette prise de la ville, c'est que les rebelles du FPR, dorénavant, il faudra les appeler les ex-rebelles du FPR, parce qu'ils tiennent l'essentiel du pays, et qu'aujourd'hui, ils tiennent la capitale et la deuxième ville du pays, Boutaré. Autrement dit, aux ex-gouvernementaux, il ne reste plus qu'une peau de chagrin, c'est-à-dire juste la zone autour de Guisséné, où sont au travail des Français actuellement, où les Français sont en train d'essayer de ravitailler et de sauver un maximum de réfugiés. Ils essaient d'ailleurs de gagner cette région. C'est tout ce qu'il reste de l'ancien Rwanda gouvernemental. Les troupes Tutsi du Front patriotique rwandais ont pris l'essentiel du pays aujourd'hui à midi. Merci Gilles. On retrouve maintenant Philippe Boisserie qui est à Kibouye. Et vous nous confirmez, Philippe, que la ville de Boutaré a été prise aujourd'hui par les éléments du FPR ? Effectivement, Daniel, Boutaré est donc tombé aujourd'hui. Une prise de la ville qui a été très rapide, puisqu'il y a une semaine, les militaires du FPR avaient plutôt tendance à avancer vers l'est du pays. Et en fait, ils ont changé d'objectif. Ils sont donc partis sur Boutaré, qui est donc tombé très rapidement. Une prise très importante, puisque c'est la deuxième ville du pays. Et puis surtout, c'est une ville emblématique pour les Tutsis, puisque c'est l'ancienne capitale du royaume Tutsi. Donc c'est une prise très importante. Un mot encore, Philippe. Si les forces du FPR avancent aussi rapidement, la fameuse zone de sécurité que veulent créer les Français se réduit comme peau de chagrin. On ne va pas réussir à la mettre en route, à la concrétiser, cette zone. Effectivement, c'est toute la question maintenant pour les militaires français. Une fois que Boutaré est tombé, ils estiment que les militaires du FPR pourraient maintenant avancer sur Kibouye. Et pour avancer sur Kibouye, il faut effectivement traverser une zone qui est peuplée de dizaines de milliers de réfugiés civils. Alors comment protéger ces réfugiés civils aujourd'hui? C'est toute la question pour les militaires français, dont c'est la mission. Est-ce qu'ils devront s'interposer devant l'avancée du FPR ou est-ce qu'ils devront en quelque sorte aménager cette avancée des militaires du FPR? C'est toute la question pour eux, c'est donc une décision militaire délicate et surtout c'est une décision très politique. Merci Philippe. Troisième envoyé spécial en ligne à l'instant même, Benoît Duquesne. Benoît ? Oui, écoutez, je vous appelle de Gikongoro. Je suis monté ici avec le colonel Thibault. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Et rien à prendre que la décision a été prise à Paris de s'opposer ici à Gikongoro à l'avancée des troupes du FPR. Autrement dit, c'est un tournant dans l'opération turquoise. Vous savez que jusqu'à présent, les consignes étaient d'éviter le contact avec les troupes du FPR, de ne pas rechercher l'affrontement. Là, cette fois-ci, les consignes venues de Paris ont changé. Les Français maintiendront cette position à Gikongoro pour protéger les camps de réfugiés et ils vont donc être amenés à s'opposer directement aux troupes du FPR. Bien, alors vous nous confirmez donc et vous nous apprenez, Benoît Duquesne, que cette fois-ci les Français vont se tenir sur cette ligne et qu'il risque donc d'y avoir des affrontements. C'est bien ça? Absolument. Les déclarations du colonel Thibault ont été très claires. Nous tiendront la position, nous ne reculerons pas. Il y a actuellement environ 150 hommes ici à Gikongoro, 150 Français. Des renforts en centaines vont arriver cet après-midi. Et s'ajouteront à cela 2 compagnies de la Légion qui sont en bordure de forêt à environ une trentaine de kilomètres. En face, il faut savoir que le FPR disposerait environ de 2000 hommes. Merci Benoît Duquesne pour cette information.
Les combats dans la capitale Kigali duraient depuis 2 mois. Ces derniers jours, ils étaient violents. Les forces gouvernementales résistant dans quelques quartiers. La ville était pratiquement coupée du monde extérieur et nos envoyés spéciaux, Laurent Boussier et Jean-Marie Lemaire, ont pu, juste avant de rentrer, filmer la détresse des civils, femmes, enfants, blessés dans ces combats. Ils ont été blessés il y a 3 jours déjà, mais ça n'est qu'aujourd'hui que le chirurgien anglais de Médecins sans frontières a pu s'occuper d'eux. Des enfants, des bébés, souvent orphelins, déjà réfugiés et maintenant mutilés, avec dans les yeux la détresse et toute l'horreur d'une guerre qui, comme toujours, frappe les plus faibles. Ils sont évacués hier depuis l'hôpital de la CICR jusqu'ici parce qu'ils en avaient trop. Moi j'étais là pendant 3 jours et on a reçu dans 3 jours au moins 1000 patients. Sur le point de vue médical, on a des pansements pour peut-être 2 jours. Des pansements et des médicaments qui vont commencer à manquer au moment où la situation médicale et sanitaire n'a jamais été aussi mauvaise. En raison des combats, l'hôpital de la Croix-Rouge, situé en centre-ville, est souvent pris sous le feu des armes lourdes et les évacuations de blessés vers d'autres lieux sont souvent ralenties, voire stoppées. Elle a reçu il y a quelques minutes une balle dans la tête. Sans soin, elle attend la mort à côté de ceux qui, blessés la nuit dernière, sont soignés sans anesthésie. Et pourtant, ceux-là ont eu de la chance. 49 des leurs, réfugiés dans la même paroisse, ont été exécutés par les miliciens Hutus à quelques mètres d'ici. C'est dans ce contexte dramatique que le Front patriotique rwandais avait demandé l'évacuation de l'hôpital de la Croix-Rouge du centre-ville. Un hôpital qui, avec ses 900 blessés, ses mourants et surtout avec ses chirurgiens et ses infirmières de la Croix-Rouge, gênait les troupes du FPR dans leurs offensives contre les soldats gouvernementaux. Ce matin, quand Kigali est tombé, l'hôpital était encore rempli de nouveaux blessés. Le président de la République, M. Mitterrand, a été accueilli ce matin au Cap par le président Mandela pour ce premier voyage officiel d'un chef d'État étranger dans la capitale de l'Afrique du Sud multiraciale. Sur place, nos envoyés spéciaux, Philippe Arroy, Yves Barbe. L'événement est considérable. Jamais l'Afrique du Sud n'avait reçu en visite officielle un chef d'État étranger depuis 1947. Et pour cause, il y eut l'apartheid, le pays était boudé par le monde entier, et Nelson Mandela, président d'une Afrique du Sud multiraciale et démocratique, n'a été élu qu'il y a à peine 2 mois. François Mitterrand est donc le premier, avec une importante délégation d'hommes d'affaires, d'anciens ministres et d'artistes, comme la cantatrice Barbara Hendricks. La France entend participer au développement d'un pays riche qui est une puissance industrielle, n'ayant profité qu'à une marge infime de la population, les 5 millions de Blancs. Les 30 millions de Noirs ont un niveau de vie 10 fois moindre. Cet après-midi, grâce à EDF, une portion de ce township recevra de l'électricité. Il faudra apporter l'eau, construire des logements. L'Afrique du Sud a besoin du savoir-faire des autres. François Mitterrand, devant le Parlement sud-africain, a promis que la France aidera Nelson Mandela. Vous allez construire, vous construisez une nation. Mon ambition est que la France se place à vos côtés. Il y a beaucoup de priorités concurrentes, c'est vrai. Mais celle-là s'impose parce qu'elle est le fruit de l'intelligence et du courage humain. En fait, la France est venue ici pour proposer un véritable partenariat à l'Afrique du Sud de Nelson Mandela, car il s'agit de consolider une démocratie encore bien fragile. Yasser Arafat a fait dire ce matin par son porte-parole qu'il avait bien l'intention désormais de s'installer à Gaza. En effet, après un voyage à Paris au milieu de cette semaine, il retournera donc aussitôt en territoire palestinien. Cette nuit, c'est à notre envoyé spécial, Gérard Sebag, que Yasser Arafat a accordé un entretien, le seul de toute la presse audiovisuelle française. 4 jours après son retour, il fait le point de ses intentions, mais aussi de son émotion. Est-ce que vous réalisez pleinement que vous êtes en Palestine? Oui. Oui, je le sens. Je le sens bien avec mon cœur, avec ma conscience, avec mon esprit. La dernière fois que j'étais ici, c'était en 68, au moment de l'occupation. Clandestinement, ici et sur la rive occidentale du Jourdain,
C'est vrai, c'est connu, on me suivait ici et sur la rive occidentale du Jourdain. Mais ils n'ont jamais réussi à m'arrêter. Et quelle a été votre première impression en arrivant? J'ai prié, j'ai embrassé la terre. N'oublions pas, c'est la Terre Sainte. C'est la Terre Sainte. C'est la Palestine. Et lorsque vous êtes parti en exil, est-ce que vous pensiez qu'un jour vous reviendriez? Je vais vous raconter une histoire. Après avoir quitté Beyrouth... Oui, c'était en 82, j'étais avec vous. Vous vous rappelez? Oui, nous avons quitté Beyrouth. Et puis, j'ai visité Moscou. C'était au temps d'Andropov. Il m'a demandé, alors Arafat, qu'est-ce que vous allez faire après avoir quitté Beyrouth? Et je lui ai dit que j'avais l'intention de rentrer chez moi en Palestine. Et il était stupéfait. Mais comment? Je lui ai dit, tiens, il semblerait que le KGB ne soit pas très bien informé du fait que j'entends rentrer chez moi en Palestine. Et nous voilà, l'intifada, après 7 ans, nous sommes ici, nous avons fait la paix des braves, la paix des braves, entre moi et M. Rabin. Ce n'est pas qu'une signature, non, c'est bien plus profond, c'est bien plus important. C'est un accord historique, c'est la paix des braves. Et dans votre histoire, est-ce que vous avez eu un moment dur à vivre, plus dur que les autres? Un moment, 2, 10 moments, ma vie tout entière est très difficile. Mais là, maintenant, ce n'est encore qu'une première étape. Bien sûr. Ça, c'est un premier pas. Vous savez, le voyage de 1000 km commence par un pas. Et la deuxième étape? Il va falloir travailler dur pour mettre en place notre infrastructure. Il faut construire, développer notre pays. Parce que vous le savez, toute notre infrastructure a été détruite par l'occupation. Nous recommençons à zéro. Vous voyez, vous êtes ici sur la bande de Gaza, vous connaissez la misère qui règne ici, vous la voyez bien. Même l'eau que vous buvez pose problème. Tout pose problème. Dans tout élément de notre infrastructure, il y a des problèmes. Donc, il nous faut l'aide de nos frères et de nos amis, partout. Et nous sommes certains que nous l'aurons. Quand vous installerez-vous définitivement à Jéricho? Je suis ici. Je suis installé définitivement ici à Gaza, à Jéricho, et dans 3 mois, dans le reste de la rive occidentale du Jourdain, d'après l'accord. Mais vous songez, paraît-il, à aller prier à Jérusalem. Et vous devez demander la permission aux Israéliens. Que pensez-vous de cela? J'ai le droit d'aller y prier. Personne ne peut m'empêcher maintenant d'aller prier à Jérusalem. Mais n'oublions pas, d'après l'accord, il reste 5 points qui devraient être discutés le plus vite possible et pas après le début de la 3e année après les signatures. L'un de ces points, c'est Jérusalem. Mais maintenant, vous allez à Jéricho, vous n'allez pas à Jérusalem pour prier. Quand je déciderai d'y aller, j'irai. Mais je n'ai pas encore décidé d'y aller. Retour en France, le nouveau secrétaire du Parti Socialiste, M. Emmanueli, a fait un calcul simple. Les députés PS étaient jusqu'à l'année dernière 263. Ils ne sont plus maintenant que 53 et ils n'ont plus le pouvoir. La soustraction n'est pas difficile à faire et le Parti Socialiste n'a plus les moyens d'entretenir son magnifique siège de la rue de Solferino à Paris. Il faut donc se résoudre à le mettre en vente. Enquête Chantal Kimerlin. Rien ne va bien au siège du PS. Même les roses sont fanées ce matin. Au 10 rue de Solferino, dans le triangle d'or parisien des sièges politiques, on avoue qu'il faut tout envisager pour assainir les finances, y compris vendre. 4000 m² sur 4 étages, estimation 350 à 450 millions de francs. Tout est examiné,
jusqu'à l'hypothèse de licenciement d'un certain nombre d'employés. Le Parti socialiste est loin d'être en faillite. Il a connu un revers électoral important au moment des dernières élections législatives et il est obligé de mettre la voilure à la dimension qui convient à l'embarcation aujourd'hui. Nous avons moins de députés, nous avons de ce fait, compte tenu de la loi de financement, moins de recettes et donc il va falloir avoir des dépenses qui correspondent à ces recettes. Passé de plus de 200 députés à 53, le PS perd pour chaque élu 10 000 francs de cotisation mensuelle. Les adhérents aussi ont quitté le terrain, ils sont 50 000 de moins qu'en 93. Le PS n'a pas d'autre fortune immobilière conséquente. S'il vend son siège, il n'est même pas sûr de faire une bonne affaire. Le marché aujourd'hui est difficile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'acquéreurs, et il y a beaucoup d'immeubles disponibles. Donc, en termes macroéconomiques, la réponse est non, c'est sûrement pas le meilleur moment pour vendre. Parce qu'il prend à la fois une mesure d'urgence et une mesure de prudence, sans dette et sans hypothèque, le PS a toutefois la volonté de ne pas brader son siège dans n'importe quelles conditions. Il annonce pour cela la création d'une commission d'assainissement de ses finances. Un pays de plus d'1 milliard d'habitants et pas un seul propriétaire de voitures privées, ou presque. Ils sont 50 000 Chinois sur 1,5 milliard à posséder une voiture. Voilà de quoi tenter les firmes automobiles du monde entier, à commencer par les Françaises qui étaient présentes au Salon de l'Auto à Pékin. Frédéric Crotat, Claude Sicard, enquête. En l'espace de 10 ans, dans les grandes villes, les voitures ont presque remplacé les vélos. À Pékin, aux heures de pointe, les bouchons ont fait leur apparition. Le plus grand salon de l'automobile, jamais organisé en Chine, a attiré des milliers de personnes, toutes invitées pour éviter l'émeute. Visiteurs avides de nouveautés et de gadgets. 50 000 voitures particulières pour 1,2 milliard d'habitants. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le marché chinois est plein de promesses. Absolument tous les constructeurs automobiles étaient là pour accrocher le client potentiel. Si les Japonais sont les champions de l'importation de voitures en Chine, les Européens, Volkswagen et PSA, ont été choisis pour monter des centres de production en collaboration bien sûr avec les Chinois. L'intérêt est de développer les ventes de voitures privées. Jusqu'à présent, les ventes se sont faites à des organismes qui sont soit des organismes d'État, des fonctionnaires, des sociétés d'État, soit à des taxis. Et c'est seulement maintenant que commencent à apparaître des besoins qui vont correspondre à des ventes à ces clients particuliers. C'est-à-dire qu'on est en train de passer d'un système planifié, de pénurie, à un système où la concurrence commence à exister vraiment sur le marché. La pub pour les voitures va bientôt faire son apparition sur les petits écrans chinois. La concurrence va être extrêmement rude. PSA est sur la bonne route et espère en l'an 2000 détenir 60% du marché automobile chinois. Alors, vous la trouvez comment, ma nouvelle Citroën? Révolutionnaire. Les photocopieuses sont tellement parfaites aujourd'hui et répandues que leur emploi est en train de causer de sérieuses difficultés aux éditeurs français, notamment dans le domaine universitaire. 7 maisons d'édition viennent de porter plainte contre X pour contrefaçon et vol, car le photocopillage, le pillage, 2LAGE, les prive déjà de plusieurs centaines de millions de francs de recettes. Et il n'existe pour l'instant aucun texte de loi dans ce domaine. Reportage Françoise David, Marcel Martin. Les éditeurs de livres universitaires ont chiffré le coût de leur colère, 2 milliards de francs. Cette somme représente le manque à gagner global qu'ils enregistrent en raison de la démultiplication des photocopies d'extraits d'ouvrages. Pour les seules universités, cette somme s'élèverait à 300 millions. De très nombreux documents contenant des passages entiers de livres sont en effet distribués à une population étudiante de plus en plus nombreuse. Nous, ce que nous souhaitons, ça n'est pas interdire la photocopie à l'université. Nous savons que c'est utile et les étudiants en ont besoin. Tout ce que nous demandons, c'est que ça soit fait dans le respect du droit d'auteur, du droit de l'éditeur et du droit moral. Sur le plan pédagogique aussi, sur le plan de l'avenir de l'écrit, je dirais comme support de connaissance, ce phénomène devient excessivement dangereux. Les droits des auteurs et des éditeurs sur la vente des livres sont parfaitement définis par la loi. En revanche, aucune protection n'existe concernant la duplication par photocopie. C'est ce cadre légal que les éditeurs réclament. Car ici, à Nanterre, comme dans d'autres facultés, les photocopieuses mises à la disposition des étudiants tournent à plein régime. L'administration est bien consciente du problème. Effectivement, je crois qu'il manque une autorité qui puisse, comme c'est le cas pour la SACEM, pour la reproduction de disques par exemple, de répartir les droits et fixer les tarifs et les conditions d'utilisation de ces différents ouvrages.
que les éditeurs ne s'inquiètent pas, ces jours-ci à Nanterre, ce ne sont pas des livres que l'on reproduit en masse, mais la paperasse administrative destinée aux futurs étudiants. Pourtant, ici aussi, on attend avec impatience la création d'un organisme chargé de trouver un accord entre les éditeurs et ceux qui photocopient. Jacques Toubon l'a promise pour très bientôt. À Nice, les douaniers ont mis un terme à un fructueux trafic d'articles de sport fabriqués au Portugal et revendus en France sous l'appellation de grandes marques comme Nike ou Lacoste. Enquête, Sandra Smith, Didier Beaumont. 3000 t-shirts et survêtements, tout était fabriqué au Portugal. Hervé Cabasson, l'importateur basé sur la Côte d'Azur, s'était spécialisé dans la contrefaçon version sport et décontractée. Ses marques de prédilection, Nike et Reebok, la filière était simple et rentable. À l'achat, le survêtement coûte 100 francs. Il était vendu à des forains à environ 175 francs. Le consommateur, lui, le trouvait à 250 francs sur les marchés, la moitié du prix boutique. On s'est aperçu donc qu'il y avait beaucoup de marchandises qui étaient vendues sur les marchés à des prix relativement bas, ce qui nous avait semblé étonnant. Et en fonction de ça, on a procédé donc à des filatures, à des surveillances qui nous ont permis de remonter aux principaux intéressés. L'importateur mis en examen pour contrefaçon et écroué à Nice écoulait de la marchandise dite de bonne qualité en Méditerranée mais aussi dans la région de Grenoble. Les polos Lacoste et des marques comme Waikiki et Blanc-Bleu faisaient aussi partie de la collection. Le trafic aura duré 1 an. Les douaniers tractent aujourd'hui des boutiques de sport qui pourraient bien écouler ces fausses marques. Les douaniers de Nice n'avaient pas le souvenir d'une aussi belle prise de vêtements de contrefaçon depuis des années. Malheureusement, il n'y avait que du XL. Ça me va, moi, le XL. Voici venu le temps du bronzage et des crèmes solaires. Chaque année, il en sort de nouvelles qui ont des qualités encore supérieures, d'après les publicités du moins, avec des indices de protection jamais atteints. Encore faut-il que toutes ces qualités soient vraiment réelles. Enquête, Jean-Claude Alanic. Sous le soleil, ça brûle. Et une peau qui brûle, c'est surtout un risque de cancer. Apprenez donc le geste qui sauve. Protégez-vous avec une crème solaire. L'important, c'est l'indice de protection. Question, c'est quoi un bon indice? Il y a plusieurs indices. Il y a force 2, force 3 et plus. Pour les enfants, moi je choisis une indice très haute, protection 25 je prends. Et puis pour moi du Monoeil, sans indice. Pour les peaux fragiles, indice 12. Alors, comment s'y retrouver? Retenez bien la leçon, plus l'indice est élevé, plus vous êtes protégé longtemps. Un indice 0 ne protège pas du tout, le coup de soleil est garanti en un quart d'heure. En théorie, avec un indice 8, le coup de soleil n'apparaîtra qu'au bout de 2 heures, et avec un indice 16, cela prendra 4 heures. Mais problème soulevé par la revue des consommateurs Que Choisir, les indices annoncés par les marques ne sont pas toujours fiables. Certains produits ont des indices très inférieurs à ceux qui sont annoncés. Par exemple, Polysiane de chez Chlorane ou Cap Soleil de chez Yves Rocher ont des indices qui sont très faibles. Donc il faut faire attention parce que ça veut dire qu'on va avoir tendance à se surexposer au soleil en utilisant ces produits et cela peut être dangereux à long terme. Sur les 15 produits testés dans ce laboratoire médical par Que Choisir, 3 annonçaient un indice de protection inférieur à la réalité et 3 un indice supérieur. Pour plus de sécurité, la revue conseille d'éviter tous les indices inférieurs à 8, insuffisants pour filtrer efficacement les rayons nocifs du soleil. Conclusion de Que Choisir, oui aux crèmes solaires, et contrairement à une idée reçue, une protection efficace n'empêche pas de bronzer. C'est aussi l'avis du corps médical. Un filtre, par définition, c'est comme une passoire. Il y a toujours quelque chose qui passe au travers. Et ce qui passe au travers des crèmes antisolaires, c'est la bonne partie du rayonnement, les UVA, qui accélèrent la production de mélanine, donc qui font bronzer. Et le bronzage sera d'autant plus beau et d'autant plus long qu'on aura mis une crème d'indice élevé, car on n'aura pas l'épaississement de la peau, on n'aura donc pas cette desquamation qui suit les vacances, et on aura un bronzage harmonieux qui dure très longtemps. Et puis si vraiment vous n'aimez pas vous tartiner de crème, faites comme ce monsieur, tout habillé sous un parasol, vous ne risquez pas de coup de soleil. Vous l'a dit Jean-Claude Alanic, les précisions supplémentaires et complémentaires sont dans le Que Choisir de juillet, intitulé « Bronzer sans brûler ». Si vos enfants sont du genre petit bricoleur de génie, ils participeront peut-être un jour au concours annuel organisé avec le CNES de Toulouse. Tout au long de ce week-end, ils ont lancé des mini-fusées à Caylus dans le Tarn-et-Garonne. Reportage Christophe Larocca, Christophe Cadeau. Vu comme ça, on pourrait croire que lancer une fusée est un jeu d'enfant. Et pourtant, il en faut du travail. Voyez Carole, il a déjà passé 40 heures sur sa fusée
pour un résultat qui le laisse encore perplexe. A priori, la recette est simple. Un tube de plomberie en PVC, un petit moteur à poudre et 4 ailerons de balsa pour stabiliser le tout. Reste le plus délicat, régler le mécanisme du parachute, car c'est impératif, les fusées doivent retomber intactes. Ensuite, c'est l'épreuve de vérité. Le résultat n'est pas toujours probant, mais au moins les jeunes pionniers de l'espace ont découvert l'origine de l'expression familière « se planter ». À mon avis, c'est la minuterie qui a mal fonctionné, ou alors c'est à cause de la vitesse, les goupilles ne sont pas rentrées. Est-ce qu'au niveau équilibrage, il y avait un problème? Non, parce qu'en principe, ça ne tourne pas dans la rampe. Hein? Même avec l'aide du CNES, construire des fusées est un travail ingrat, et l'on peut se demander ce qui pousse des adolescents à s'y investir corps et âme. J'ai un professeur de physique à mon collège, donc qui faisait ça depuis plusieurs années. Et quand je suis arrivé en classe de 4e, on m'a proposé de faire ça. Bon, ça m'a tout de suite plu. Et moi, je voulais découvrir ce que les garçons faisaient. Parce que des fois, on me dit, les garçons, ils font ça et tout. Puis, mais moi, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, je vais voir comment ça fait. Et en fait de compte, j'y suis allée, ça m'a emballé entièrement. Au total, la journée a été plutôt noire, mais ne dit-on pas que c'est sur les échecs les plus cuisants que l'on construit les plus beaux succès. Belfort a organisé ce week-end les Eurokéennes, c'est-à-dire le festival européen de rock qui se voudrait le Woodstock des années 1990. Reportage John Reichenbach, Sylvain Gauthier. Ils reviennent chaque année depuis 6 ans, et s'ils reviennent, c'est qu'ils aiment ça. Tu oublies tout ici. Tu oublies la famille, tu oublies les problèmes que tu as à la maison, tu oublies le boulot, tu oublies tout. C'est génial. Bon, on pense à plus rien, on oublie tous ces problèmes, on est à l'aise, il fait beau, il y a du soleil, les gens sont pas chiants, ils sont cool, ils sont pas stressés, tout le monde se sourit, enfin... Les Européennes, c'est le marathon rock le plus chaud de l'année. Sous les gouttelettes, la nostalgie. Woodstock, c'était il y a 25 ans. Le rock me rappelle mon enfance, ma jeunesse, mon adolescence. Bon, je ne crois pas que j'ai oublié ce que j'ai été. D'autres alors n'étaient pas encore nés. Aujourd'hui, ils aiment toujours le rock, mais aussi le rail ou le rap. Mais là je m'en vais donc vous confier le parcours. Et croyez que le voyage ne sera pas court. Il y a beaucoup de morceaux composés, de l'ordre à modifier, de feuilles raturées, de rimes calculées. L'idée, voilà l'idée de rassembler énormément de gens, ça crée, tout le monde fait des connaissances, tout le monde découvre peut-être des groupes qui sont moins connus que d'autres. Et donc ça va faire avancer la chose au niveau musical. C'est une façon de vivre, une façon justement d'être libre, de pouvoir d'aller faire un peu se balader, d'aller écouter de la musique, de vivre un peu simplement, de pouvoir s'asseoir dans l'herbe et pas forcément de mettre une carpette sous ses fesses. 3 jours de musique non-stop, 70 000 entrées sur un îlot de paix. Mais après la montée au ciel, l'inévitable retour sur Terre. À propos du Rwanda, il se confirme ce que disait tout à l'heure notre envoyé spécial Benoît Duquesne. Les Français viennent de confirmer que les soldats de la force française ont reçu l'ordre de s'opposer au FPR désormais afin de préserver la zone de sécurité que la France veut installer dans le sud-ouest du pays pour permettre aux réfugiés de trouver là un havre de paix provisoire, mais en tout cas sous la surveillance des soldats français. Voilà, ce journal est terminé. Je vous souhaite une excellente après-midi sur notre chaîne et je vous donne rendez-vous à demain 13h. Au revoir, à demain.